Merci à tous d'être là aujourd'hui pour cette conférence sur les métiers du plaidoyer. Cette conférence est organisée par plusieurs partenaires, dont la Cité de la Solidarité Internationale pour laquelle je travaille, avec mes collègues Laetitia, Fidèle et Aurélie, qui sont juste ici. La Cité de la Solidarité Internationale, c'est une plateforme qui est basée à Annemasse, côté France, et qui a pour but de promouvoir les acteurs de la Cité de la Solidarité Internationale en proposant des services à la fois collaboratifs et innovants. On a 3 programmes. Coexist, qui va se placer comme un incubateur, qui va favoriser les partenariats entre entreprises et ONG. Et après, on a Cohabit, où on a un tiers-lieu, où on a des associations qui peuvent qu'on héberge. Et on a aussi Coegit, et du coup, ces 12 métiers sur différents thèmes rentrent dans ce programme. Et j'en profite pour vous parler d'un événement qui aura lieu les 17 et 18 novembre au complexe Martin Luther King à Annemasse, qui s'appelle le Soliway et qui est un salon sur 2 jours dédié à la solidarité internationale. Voilà, je vous enverrai tout ça en temps et en heure. Je laisse la parole. Je tenais à remercier une nouvelle fois nos intervenants. Et voilà, on peut commencer. Céline, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, moi je représente aujourd'hui Bioforce. Donc, je suis Céline Lalou, coordinatrice parcours et métiers. Mon travail, c'est de faire de l'orientation et du conseil carrière pour des personnes qui veulent entrer dans le secteur de la solidarité et de l'humanitaire ou qui y sont déjà et qui veulent évoluer. Alors, Bioforce, c'est un centre de formation qui existe depuis en fait, 40 ans cette année, dont l'objectif est de former des humanitaires ou des futurs humanitaires. On a des formations en logistique, en coordination de projet, en ressources humaines, finances, en WASH, en protection. Avec l'optique que voilà, l'humanitaire et la solidarité, c'est un secteur professionnel, donc on forme vraiment à des métiers. On a aussi pour vocation de rapprocher la formation des terrains d'intervention. Donc, on forme également des équipes directement sur des terrains, donc, au sein d'organisations qui sont présentes sur place. Et on peut également organiser des formations plus courtes, plus longues, et également en intra à la demande d'organisations qui veulent renforcer les compétences de leur personnel. On a 2 centres de formation, un basé à Lyon, où je vous parle, et un autre basé à Dakar, justement dans cette optique aussi de rapprocher la formation des terrains d'intervention. Et je vais laisser la parole du coup pour présenter Unitar. Sarah n'est pas là, donc est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour présenter l'Unitar en quelques mots? Ouais. Alors, je suis dans l'Unitar. Vous voulez que je le mette en place avec la ou... Oui, ça va bien. Alors, bonjour, moi c'est Olivier Persal, je suis légal officer au sein de la division pour la paix de l'UNITAR. Alors, l'UNITAR, c'est l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Elle a été créée en 1963 et elle a pour mission principale de soutenir les capacités institutionnelles et des organisations internationales dans différentes zones géographiques. Les thématiques sont assez larges. On a par exemple, nous, c'est le domaine de la paix, c'est-à-dire qu'on intervient dans les zones de conflit. Après, on a aussi planète, tout ce qui est relié aux énergies vertes, et puis à la thématique de, comment ça s'appelle, la thématique du changement climatique et tout ça. Après, on a aussi la division de Power People, c'est tout ce qui est l'inclusion sociale. Donc voilà, c'est un bref descriptif de l'UNITAR. Merci beaucoup. C'est bon, Céline, tu peux reprendre la parole. Alors, oui, voilà. Donc voilà, on va procéder aujourd'hui en 2 temps. J'imagine que vous êtes tous là parce que vous êtes intéressés par le métier de chargé de plaidoyer. Alors, pour structurer un peu la session, moi, je vais commencer par vous parler
de manière un peu large, plus large du secteur et des compétences qui sont attendues par les acteurs de ce secteur, justement. Voilà, on mettra un petit peu l'accent aussi sur les métiers du plaidoyer. Et puis, on a la chance aujourd'hui d'accueillir deux professionnels humanitaires qui sont justement dans le plaidoyer, c'est Abdulaziz et Clélia, qui auront l'occasion de parler de leur parcours plus précisément après, et puis de leur parler justement de ce métier du plaidoyer, et puis des enjeux qui y sont liés. Je peux démarrer pour la suite, vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, c'est tout bon. Ok, parfait. Donc, je vais commencer par vous brosser un petit tableau du secteur de la solidarité. Alors, ici, on parle d'humanitaire dans une vision assez large. C'est-à-dire que même chez Bioforce, on reste quand même assez connoté humanitaire avec une vision internationale, mais on a quand même une vision assez large dans le sens où on englobe aussi la solidarité nationale, donc également des associations qui seraient actives sur le sol français ou suisse ou voilà, dans les pays d'intervention des travailleurs humanitaires, dans la perspective qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des tendances quand même qui se retrouvent à la fois au niveau local et à la fois au niveau international. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on observe dans le secteur? C'est que c'est un secteur qui, depuis plusieurs années, est vraiment dans une voie de professionnalisation. Donc là où avant, c'était quelque chose vers de l'humanitaire, c'était quelque chose qui était beaucoup réalisé sur base volontaire, avec pas forcément un statut professionnel qui pouvait être lié. Là, on se rend compte qu'il y a vraiment cette tendance de professionnalisation qui évolue encore avec le temps. Par rapport à ça, on observe une multiplicité des acteurs et des actions. Donc, il y a un très grand nombre d'acteurs qui sont présents sur certaines zones, qui ne sont pas seulement des ONG d'ailleurs, il y a même des acteurs privés de plus en plus, qui interviennent dans l'optique de résoudre les conflits, la souffrance, porter assistance à des populations. Donc, ça rend aussi le fait de s'y retrouver, ce n'est pas forcément facile non plus de se retrouver parmi ces multiples acteurs. Des actions très, très différentes aussi, à différents niveaux, depuis le niveau très, très local à des niveaux beaucoup plus hauts, beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus internationaux. On observe aussi une complexité accrue des terrains d'intervention, donc des crises de plus en plus complexes avec de multiples enjeux qui nécessitent du coup aussi des actions qui sont suivies, qui sont plus coordonnées, plus complexes, avec, quand on va travailler avec plusieurs acteurs, ça complexifie encore les choses. Et alors, cette logique de professionnalisation, on la voit également dans l'exigence du secteur de plus en plus de qualité et de transparence. Donc, d'une part, de qualité des interventions, avec aussi des logiques de veiller à la rentabilité en fait des actions et de la bonne utilisation des fonds, exigence de transparence aussi pour savoir justement à quoi sont utilisés les fonds, où ils vont, avec le corollaire que quand on professionnalise les choses, forcément il faut aussi garder une part de financement pour toutes les équipes qui œuvrent au support ou à la bonne réalisation des projets. Du coup, c'est pas toujours facile de s'y retrouver quand on veut s'orienter ou évoluer dans le secteur, parce qu'en fait, on observe du coup une hausse des exigences du recrutement pour des compétences de plus en plus élevées qui sont recherchées. On observe aussi qu'il y a de plus en plus de postes qui sont recrutés au niveau local, ce qui est une excellente chose. Mais du coup, quand on a un profil éventuellement plus européen, américain, enfin occidental, si je puis dire, du coup, on est attendu sur des compétences quand même d'un certain niveau. Et donc, ce n'est pas toujours simple non plus d'obtenir un premier poste, une première mission dans le secteur. Et comme je disais aussi, une diversification des métiers de plus en plus pointus. Et donc, de nouveau aussi, là, un besoin de compétences de plus en plus précises, ce qui fait qu'il n'est pas toujours facile, du coup, de s'y retrouver quand on a l'ambition d'y travailler. Alors, un petit point sur les métiers. Nous, on distingue vraiment deux grandes catégories de métiers. Alors, voilà, on peut encore discuter, nuancer, mais c'est pour vous donner un peu une idée de comment aussi on va raisonner aujourd'hui. Alors, la première catégorie de métiers, ce sont tous les métiers qui vont proposer des services qui sont liés à un thème ou un type d'intervention spécifique. Ce sont les métiers qu'on appelle thématiques. Donc ça, c'est des métiers que vous pouvez exercer à partir du moment où vous avez une expertise de base dans un domaine qui est pertinent pour la solidarité ou l'humanitaire. Donc ça va être par exemple l'eau, l'hygiène, l'assainissement, les personnes qui sont formées plutôt en protection, en éducation, tous les métiers liés à la santé, à la nutrition, la sécurité alimentaire, le droit par exemple, il y en a pas mal. Là, en fait, vous avez un noyau d'expertise qui va être plus ou moins directement transposable au secteur de la solidarité ou l'humanitaire.
et qui font appel à un ensemble de compétences qu'on appelle plutôt techniques et que vous pouvez directement utiliser. Alors, il y a aussi un ensemble de métiers qui sont plutôt fonctionnels, qui là, en fait, sont destinés, qui sont plutôt spécifiques justement au secteur et à l'humanitaire, qui sont là pour fournir des services en vue de permettre la bonne réalisation des projets sur le terrain ou au sein des associations. Alors, on va parler de tous les services support, par exemple, les services, les métiers plutôt RH, finance, logistique. Il y a tous les métiers aussi liés à la coordination et à la gestion de projet, les métiers liés à la communication, à la sécurité. Et là-dedans se situent également les métiers de plaidoyer, qui sont du coup, font appel à un ensemble de compétences alors spécifiques généralement au secteur, généralement plus transversales. Donc, c'est parfois des personnes qu'on appelle, qui ont un profil uniquement fonctionnel, on dit que c'est des profils plutôt généralistes. Par contre, ce qui est intéressant, donc là, c'est la flèche du milieu, c'est quand vous avez un profil avec une expertise thématique et par-dessus laquelle vous venez greffer d'autres types de compétences qui vous permettent d'exercer un métier plus fonctionnel tout en utilisant votre expertise de base. Ça, je pense que ça va être quelque chose, pourront peut-être témoigner nos invités aussi, qui peut être justement très pertinent quand on fait des plaidoyers. Parce qu'on peut, par exemple, avoir une expertise en droit ou en santé, et puis, du coup, développer des compétences en plaidoyer, très bien connaître son sujet, tout en étant à l'aise dans la fonction même de chargé de plaidoyer, par exemple. Alors, plus globalement, quelles sont les compétences qui sont attendues dans le secteur? Alors, je vais faire un petit panel plus général, et puis on va peut-être zoomer un petit peu sur le métier du plaidoyer. Donc, on a toutes les compétences qui sont liées vraiment au cœur de métier. C'est le métier auquel vous avez été formé au départ. Donc, comme je disais, soit vous pouvez avoir un profil plutôt thématique avec une expertise de base. Du coup, voilà, vous avez un parcours en santé, vous avez une expertise dans le domaine de la santé, que ce soit un profil d'infirmier, infirmière, de médecin, éventuellement vous êtes psychologue, vous êtes très très calé en droit des migrants, par exemple. Donc ça, c'est un ensemble de compétences qui est lié à votre expertise et qui, du coup, sont directement utilisables dans le secteur. Ensuite, viennent un ensemble de compétences plutôt, qu'on appellerait transversales, qui sont, du coup, transposables d'un secteur à l'autre. Alors, typiquement, si on prend aujourd'hui les lunettes du métier de plaidoyer, les compétences transversales qui vont être appréciées, ça va être tout ce qui est lié vraiment à les compétences rédactionnelles, de pouvoir vous exprimer en public, des compétences en communication, des compétences en analyse, en recherche, qui sont du coup des compétences que vous pourriez avoir acquis aller hors du secteur, mais qui vont pour le coup être vraiment, vraiment utiles au secteur si vous allez vers ce type de métier. Alors, vient ensuite un ensemble de compétences plutôt personnelles et relationnelles qui sont du coup assez demandées aussi dans le secteur. Là, on parle par exemple de compétences en diplomatie, en capacité d'adaptation, de flexibilité. Par exemple, pour le métier du plaidoyer, ça va être de s'adapter peut-être à différents contextes, à différents types d'acteurs aussi. On peut porter le même message, mais on doit aussi l'adapter à des enjeux différents et à l'écoutant qui est en face. Ça va être aussi des capacités, donc, comme je disais, de s'adapter au changement aussi, de pouvoir adapter sa stratégie en fonction des aléas, en créativité, en ténacité. Donc ça, c'est un ensemble de compétences qui sont plutôt liées à une personnalité qui peuvent également s'acquérir tout au long de la carrière de quelqu'un et qui peuvent vraiment être mises en valeur aussi si vous voulez aller vers ce type de métier. Alors, des compétences linguistiques aussi. Alors, clairement, l'anglais reste, est de plus en plus demandé. Il y a des niveaux d'anglais aussi qui sont demandés, de plus en plus hauts qui sont demandés. Mais alors, il n'y a pas seulement l'anglais. Toutes les langues que vous pourriez parler qui sont propres à des zones d'intervention particulières, l'arabe, le russe, l'ukrainien, l'espagnol. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent être tout à fait valorisées avec le minimum qui reste quand même l'anglais. Alors, l'appétence pour l'interculturel, alors ça, que vous vouliez travailler dans la solidarité plutôt locale ou internationale, c'est quelque chose qu'on observe aussi de plus en plus parce qu'on a souvent une variété de publics devant nous. Alors, ça peut être même le thème même de votre travail, c'est-à-dire, imaginons, faire du plaidoyer, vous intégrer, où l'interculturel est au cœur aussi de vos messages. Je pense par exemple aux personnes qui travaillent
avec ou pour un public de migrants, par exemple, où là, c'est quand même un questionnement central, ou des personnes qui voudraient travailler à l'international dans différentes zones d'intervention pour lesquelles voilà, il va falloir travailler aussi avec des équipes locales, avec des partenaires locaux. Et du coup, il faut pouvoir avoir cette attirance et cette capacité aussi à travailler avec le défi de l'interculturalité. Alors enfin, ça c'est vraiment une compétence qui est aussi transversale, quel que soit le métier. C'est vraiment la capacité de travailler avec son réseau, ses partenaires. Dans la solidarité et l'humanitaire, on ne travaille jamais seul, toujours en lien avec une équipe d'abord, mais aussi différents partenaires sur le terrain, alors de façon vraiment assez large, hein. Ça peut être des organisations locales, ça peut être des travailleurs sur place qui vont travailler dans votre équipe. Ça peut travailler avec d'autres missions dans d'autres contextes, ça peut travailler avec d'autres types d'organisations dans des consortiums. Donc voilà, cette notion de travailler en réseau avec ses partenaires et du coup toute la coordination que ça nécessite, ça c'est vraiment aussi une compétence qui est très très recherchée. Alors peut-être une petite vision d'ensemble des types d'organisations avec lesquelles on peut travailler dans la solidarité, dans l'humanitaire, toujours avec ses lunettes de plaidoyer. Donc le métier du plaidoyer, il peut se réaliser à tous les niveaux, c'est-à-dire ça peut être à la fois dans des structures de solidarité locale, pour lesquelles d'ailleurs nous on observe quand même une grosse demande aussi de compétences de personnes qui sont capables de porter des messages, de travailler en réseau, d'aller interpeller aussi les politiques et le public sur des messages clés. Alors, si on monte un niveau, au niveau international, forcément, vous avez toutes les ONG internationales qui recrutent quand même, qui ont souvent un volet de plaidoyer. Alors, pas toutes, hein. Certaines, d'ailleurs, en font le cœur de leur action. Pour d'autres, ça va être plutôt une activité un petit peu plus en marge, dans l'optique de mieux réaliser leur projet. Et donc, voilà, ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez retrouver à un niveau plus international. Alors forcément, dans le mouvement de la Croix-Rouge aussi, ce sont des fonctions que vous allez retrouver toujours également à tous les niveaux, au niveau plus local, au niveau plus international. Et alors, côté des organisations internationales ou gouvernementales, donc là-dedans, on met les agences des Nations Unies, les bailleurs de fonds et puis toutes les coopérations gouvernementales pour lesquelles également on peut avoir besoin de chargés de plaidoyer ou de responsables de plaidoyer ou de personnes qui travaillent sur ces thématiques-là. Donc, ça ouvre quand même un panel assez large de types de structures qui ont aussi leur propre logique, avec leurs propres enjeux, évidemment. Donc, pour lequel, voilà, il y a moyen aussi de trouver des fonctions qui se déclinent de plein de façons différentes selon le mandat de l'organisation. Alors, un petit mot aussi sur les conditions. Ça, c'est une question que je reçois souvent, en lien aussi avec cette question de la professionnalisation dans l'humanitaire et la solidarité. La question qui revient souvent, mais voilà, c'est dans quelles conditions est-ce qu'on peut s'engager dans le secteur? Alors là, je vous propose 5 statuts qui résument quand même pas mal toutes les possibilités. Alors, si vous êtes étudiant, vous pouvez avoir la possibilité de travailler avec une convention de stage, donc un statut stagiaire, qui est souvent un bon moyen de démarrer un emploi dans le secteur, une bonne porte d'entrée. Donc là, par exemple, quand bien même vous ne seriez pas forcément dans un parcours qui vous mènerait à la solidarité internationale, imaginons que vous êtes dans un master de relations internationales, ben voilà, travailler durant votre stage au sein d'une structure de solidarité, c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire et puis qui peut démarrer aussi un bout de carrière, en tout cas dans la solidarité. Alors, il y a le bénévolat. Donc là, j'ai mis des guillemets, évidemment, c'est un travail, mais qui n'est pas rémunéré. Par contre, le bénévolat est vraiment valorisé aussi pour évoluer dans le secteur. C'est vraiment reconnu comme étant une activité que vous pouvez même faire valoir à titre professionnel, parce qu'on est quand même dans un secteur qui compte énormément sur des bénévoles. Il y a même des très grosses structures de type Médecins du Monde, par exemple, qui fonctionnent énormément avec des bénévoles et qui valorisent aussi ce statut-là. Donc ça, c'est également une bonne porte d'entrée ou une manière d'évoluer parfois d'une fonction à une autre, c'est de pouvoir s'engager, évidemment quand on a le temps et la possibilité, mais sur des postes de bénévolat.
Alors, le volontariat, là, c'est un statut particulier. Là, je vous propose la piste plutôt de France Volontaire qui a différents statuts. Le plus courant, ça va être vraiment le statut de volontaire de la solidarité internationale, qui est accessible sans limite d'âge ni de nationalité, qui permet voilà, un engagement avec un statut un petit peu hybride entre le salariat et le bénévolat, qui peut tout à fait être valorisé aussi comme une expérience professionnelle, et qui est souvent une bonne porte d'entrée aussi pour avoir une première expérience internationale dans le secteur de la solidarité. Vient ensuite le salariat, donc là, ce sont des contrats CDD, CDI, expatriés ou nationaux, au siège d'une organisation internationale en France ou en Suisse, par exemple, ou même au siège d'une organisation nationale dans un pays d'intervention, là où vous avez votre base, votre nationalité, ou alors des personnels plus expatriés, on parle plus maintenant de personnel international. Voilà, donc d'où dans cette logique toujours de professionnalisation qui nécessite du coup un certain nombre de compétences pour pouvoir être recruté sur les postes. Et enfin, vient les statuts de consultance qui sont alors souvent accessibles pour des profils beaucoup plus expérimentés, où là vous êtes engagé pour une mission précise sur base de votre expertise. Alors, pour conclure, quels sont les chemins d'entrée dans l'humanitaire et la solidarité? Alors, moi, j'en propose 3. Sans limite d'âge, ça, j'attire vraiment l'attention là-dessus. Par exemple, chez Bioforce, on forme de 20 à 60 ans. Il y a des personnes qui ont parfois 20 voire 30 ans de carrière derrière eux hors solidarité, qui décident de se former et de se réorienter. Donc, et d'ailleurs, le secteur vieillit de plus en plus. Là où avant, c'était un secteur plus jeune, maintenant, on constate quand même des profils assez seniors dans le secteur. Donc voilà, il n'y a pas de parcours type non plus. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir la variété des parcours. Donc, il y a moyen de trouver pas mal de ponts entre, d'ailleurs, le privé et la solidarité. Et parfois, voilà, des formations de base qui ne prédestinaient pas forcément à un métier dans la solidarité ou au plaidoyer, hein, on va pouvoir en parler, et qui pourtant, voilà, vous mènent ensuite à ce type de fonction. Donc moi, je propose de toujours tenter de postuler directement. Ça ne mange pas de pain, ça permet de voir aussi comment vous vous situez, si vous avez des retours, si ça marche, si ça ne marche pas. Parfois, ça fonctionne tout à fait bien. Donc ça, c'est toujours une piste à explorer. Alors, comme j'ai s'engager sur du bénévolat, du volontariat, voilà, un salariat en mode tenter un CDD, pourquoi pas. Mais pour voilà, démarrer quand même un engagement sur des types d'actions peut-être plus marginales, mais tout en combinant voilà, peut-être votre carrière avec des activités bénévoles par ailleurs, par exemple. Ou vous former, voilà, ça peut être une voie aussi, une formation plus courte, formation universitaire, formation professionnelle, il y en a vraiment beaucoup qui existent, qui permettent du coup peut-être de faire une passerelle entre là où vous êtes actuellement et puis un futur métier que vous voudriez exercer. Alors, je vous fais un petit résumé de tout ce que j'ai dit, peut-être assez rapidement. Voilà, c'est pour laisser la place aussi à nos intervenants. Donc, pour qui, en fait, qui peut s'engager dans la solidarité ou l'humanitaire? Alors, clairement, au départ, avoir une formation de base, ça, c'est clairement important. C'est clairement valorisé aussi. Alors, avoir une expertise et une expérience solide, ça, c'est un plus. Au plus vous allez avoir d'expérience, même hors solidarité, au plus ça va être valorisé. Parce que on considère qu'il y a pas mal de compétences qui peuvent s'acquérir aussi lors lors d'expériences professionnelles, qui même peut-être éloignées du secteur, mais voilà, qui vous aura permis de développer des compétences en management, en communication, etc., voire sur votre champ d'expertise. Donc parfois, moi je conseille à des plus jeunes voilà, de rester dans leur secteur, de continuer 2-3 ans encore. Voilà, ça les rendra beaucoup plus employables par la suite. Continuer des expériences plus solidaires, de bénévolat, etc. Comme j'ai dit, c'est des choses qui sont valorisées. Et être directement opérationnel, alors ça c'est une réalité du terrain, c'est qu'on recrute assez peu de personnes pour les former. C'est-à-dire qu'on attend aussi que les personnes soient directement capables, en moyennant intégration bien sûr, hein, mais d'être à l'aise sur leur poste. Ce qui fait que voilà, généralement les exigences en termes de recrutement elles sont quand même assez élevées à ce niveau-là. Voilà, capitaliser, développer vos compétences, que ce soit côté technique ou côté interpersonnel, parce que le côté interpersonnel, le savoir-être est très très fort demandé aussi dans le secteur. Démontrer vraiment votre capacité d'engagement et les valeurs que vous avez derrière. La motivation, ça c'est clair que c'est toute la différence. Et puis être préparé, alors ça peut passer par une formation ou pas, mais mûrir aussi ce projet-là et la réflexion
qui est derrière, voilà, ça permet aussi d'avoir une posture professionnelle et puis d'être plus au clair avec ses attentes et puis ce qu'on peut proposer. Voilà, dans les grandes lignes, on va passer la parole à nos deux intervenants. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'ici et puis si besoin, on pourra revenir sur certains éléments durant les questions-réponses. Mais je vais tout de suite laisser la parole à nos deux intervenants. Alors, pour commencer, on a Abdoulaziz qui peut peut-être se présenter, parler en quelques mots de son parcours. Oui, merci Céline pour l'introduction et bonjour à toutes et à tous. Si je commence, selon moi, c'est quoi les plaidoyers? Les plaidoyers, pour moi, c'est un métier qu'on est tous nés avec, ce métier. Mais on ne sait pas comment on va vraiment utiliser ce métier et dans quel moment et dans quel sens. Mais c'est quelque chose qui est vraiment naturel. Moi, si je me parle aujourd'hui de plaidoyer et comment je me suis trouvé dans ce métier, je veux dire, ça fait à peu près 12 ans ou 13 ans que je suis dans ce métier. Et j'ai commencé assez tôt, à l'âge de 15 ans. Et je me rappelle, j'étais à l'école, la première fois qu'on m'a donné une paye, mes compatriotes, on m'a donné une paye, on m'a demandé de vraiment lire les payes devant tout le monde. Donc, il y avait à peu près cinquantaine d'étudiants qui me regardent. Il y a des professeurs, il y a tout le monde qui me regarde. Donc, j'ai eu peur de dire même quelques mots, de dire mon propre nom. Mais à la fin, quand même, j'ai réussi à lire. C'est ce qu'ils ont écrit et à ma propre façon. C'est-à-dire que ce n'est pas à leur propre façon, mais c'est à ma propre façon. Donc, à partir de ces jours, je me suis dit, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de moi, donc il faut que je me travaille un peu pour le faire sortir. Et c'était vraiment, ce métier, c'est le plaidoyer. Et pour moi, c'était vraiment, au début, quand j'ai commencé, j'étais plutôt quelqu'un qui est sur les partis politiques. Donc, je suis soudanais, je viens du Soudan. Et je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, mais ouais, c'est un pays qui est vraiment en pleine guerre. Et du coup, pour moi, c'était, même avant cette guerre, ça me rappelle trop de choses avant l'indépendance du Sud-Soudan. Et le moment quand j'ai commencé, c'était vraiment le moment où le Sud-Soudan a vraiment en train de battre pour trouver leur indépendance de Nord-Soudan. Et moi, j'étais sur les côtés plutôt avoir accès à un droit des politiques à tout le monde, donner la parole à tout le monde. Parce qu'à cette époque, on n'avait pas le droit de parler. Donc, vu qu'on était mineurs, donc on a profité de cet aspect. On a dit, ben, écoute, on ne peut pas être jugé si on arrive à parler devant tout le monde. Donc tant qu'on est mineur, on va profiter de parler. Donc, mais si tu es majeur, tu ne peux pas parler. Mais si tu es mineur, tu es en train de parler. Et pour moi, j'ai profité de cet aspect et j'ai commencé à parler. Et ça crée beaucoup d'attention, même à la maison. Avec ma mère, de temps en temps, bah, on se bat avec moi-même. Et quand je dis on se bat, ce n'est pas quand même avec l'humain, mais avec les mots. Plutôt, elle était quelqu'un qui est politicienne et trop engagée. Et moi, je suis contre les partis politiques qui les soutiennent. Et à chaque fois, on a des conflits à la maison. Parfois, de temps en temps, elle-même me prévenait de ne pas manger. Donc, elle me dit, tu ne peux pas manger ce soir ici. Et du coup, c'était un peu difficile pour moi. Mais à la fin, je suis réussi de sortir de de faire sortir beaucoup de choses. Et je n'ai jamais réalisé qu'un jour, je vais venir jusqu'ici à Genève et parler de cette métier. Jamais de ma vie, quand j'étais au Soudan. Sauf le moment quand j'ai quitté le pays et je me suis trouvé dans un autre endroit, dans un autre pays, et je me suis trouvé en Australie. Et le moment quand j'ai fait une demande d'asile en Australie et je vis que vraiment mon propre droit qui était vraiment censé être respecté par tout le monde, qui était violé devant moi. Et je me suis dit, ça, c'est le moment qu'il faut quand même que je commence. Il faut que je parle de ça. Et j'ai eu peur, parce qu'on m'a dit, si tu parles, on va te renvoyer au Soudan. Mais je me suis dit, bah ouais, si c'est une cause qui va me renvoyer au Soudan, il faut quand même que je parle. Moi, j'ai réussi à parler et j'ai réussi à libérer beaucoup de gens. Mais quand j'ai commencé à parler, la première fois, j'étais mis dans un centre d'isolement pendant quelques jours. J'ai fait une prison de 3 mois.
dans l'autorité australienne qui me dit non, tu n'as pas le droit de parler. J'ai dit non, à chaque fois qu'il me fait sortir des prisons, je commence à parler. Donc, la première fois, je suis passé à peu près 1 mois en prison. Et c'est ça parce que je commençais à vraiment contacter les médias internationaux, j'ai commencé à parler de ce qui se passe dans les centres. Et la deuxième fois, j'ai signé un accord en disant que je ne parle plus, et bien, je n'ai pas respecté l'accord. Donc, je commençais à parler encore. On m'a envoyé encore en prison. Et la troisième fois, c'était pur. Bref, tout ça, je raconte parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé et c'est quelque chose qui m'a donné assez de force de parler et c'est quelque chose qui m'a donné vraiment l'esprit de continuer. Et ça fait vraiment 12 ans, 12 ans que je suis dans ce métier et c'est jamais un jour je me suis dit je vais baisser les bras. Être un plaidoyer, ce n'est pas quelque chose que vraiment on va choisir, mais c'est quelque chose qu'on va nous choisir. Selon notre activité, selon notre personnalité, selon notre vraiment courage et comment on peut réagir devant tout le monde. Après, il faut quand même on savoir, on comprend nos droits personnels. Qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger notre santé personnelle, notre santé mentale, notre santé physique, parce que sinon, ça va être difficile. Parfois, on envisage quelque chose. On dit, bah, il faut que je me travaille sur cet aspect, il faut que je change de loi. Mais ce n'est pas facile à changer. Ça va prendre vraiment des années. Ça va prendre. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à parler sur l'aspect migratoire en Australie, j'étais dans le centre de rétention. Et j'ai passé à peu près 6 ans ou bien 7 ans dans ce centre, détenu. Mais je n'ai jamais baissé les bras et je n'ai jamais arrêté un jour de dire il faut que je m'arrête parce que là, ça ne sert à rien pour moi. Je commençais en 2014 et je me suis gagné ma liberté en 2019. Donc, ça fait à peu près 4 ans et demi ou bien 5 ans, même j'ai perdu à l'école, mais ça fait 4 ans et demi que je bats contre l'autorité. Je bats à exposer le gouvernement australien. Je bats à montrer à quel moment un pays qui pratique les droits de démocratie occidentale, un pays qui connaît, qui a été construit par les migrants et qui est devenu vraiment contre les migrants. À quel moment qu'on arrive, on va continuer sur cet aspect. Et du coup, pour moi, c'était vraiment, là, c'est le moment que je me suis dit, il faut quand même que j'expose ces mots, il faut que je parle de ça. Parce qu'il y a tout le monde aujourd'hui, quand on parle d'Australie, on dit, bah oui, c'est un pays qui est vraiment, qui accueille pas mal de migrants, c'est un pays qui est construit par les migrants. Et dès qu'on rentre à l'intérieur de l'Australie, on voit vraiment, c'est pas la même image qu'on voit. Donc, il y a des images. L'image qu'on voit à l'extérieur, c'est pas les mêmes images qu'on voit à l'intérieur. Et dès que tu rentres à l'intérieur, tu vois une autre image. Et là, pour moi, c'était la première fois commencé, j'ai acheté un petit, comment je vais dire, c'est vraiment un petit Natel et j'ai fait un échange avec 100 paquets de cigarettes. 100 paquets de cigarettes juste pour acheter un petit appareil et pour se connecter avec le monde extérieur. Et du coup, le jour que j'ai acheté l'appareil et la façon que j'utilisais l'appareil, c'était, bon, selon moi, je trouve que c'est quelque chose que, si je raconte l'histoire, ça va être difficile pour les gens de comprendre, mais quand même, j'ai réussi à faire. Pour envoyer un message, je dois aller aux toilettes, je me ferme aux toilettes, après j'envoie un email. C'est juste pour essayer de dire au gouvernement, contacter les organisations internationales, être en contact avec les médias, parler avec les gens qui sont vraiment pour les questions migratoires. Et à chaque fois, je ferai la même chose et c'est commencé de 2014 jusqu'à 2017. En 2017, on a eu un droit selon le Cour suprême australien qu'ils ont décidé à dire à partir d'aujourd'hui, à partir de 2017, je pense que c'était fin 2017, on a eu un accès à utiliser notre appareil ou bien notre téléphone devant tout le monde. Mais grâce à ce que moi je fais, mais je ne peux pas dire, je ne vais pas prendre les crédits pour tout ce que les autres ont fait, mais chacun et chacune a un rôle à jouer. Après, selon notre disposition, ou bien selon les pays qu'on se trouve, ou bien selon les causes qu'on voit devant nous. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas un métier que, moi je vais dire, on peut gagner quelque chose de ce métier.
Mais on ne peut pas gagner de l'argent, mais on peut gagner des personnalités. On ne peut pas gagner de l'argent, mais on peut gagner le cœur. Et on ne peut pas gagner de l'argent, mais on peut gagner quand même, comment dire, à essayer de sensibiliser le monde autour d'une cause ou bien autour d'une question spéciale. Aujourd'hui, pour moi, depuis que je suis arrivé en Genève, je commençais à parler sur les questions migratoires. Et j'ai jamais eu, je ne savais pas quand même, je savais pas que cette question migratoire, c'est une question sensible, même ici à Genève. Mais les jours que quand j'ai commencé à parler, j'ai vu que vraiment, il y a quand même pas mal des restrictions et c'est devenu comme une question taboue. Tu peux parler de ce que tu veux, mais sauf les questions migratoires. Dès qu'on commence à parler des questions migratoires, là, on tombe sur l'aspect, beaucoup des aspects qui vraiment, qui mettent en cause soit l'État qui concerne, soit les personnes qui essaient de défendre les droits des migrants. Et je pense que les questions migratoires, c'est une des questions que ça m'intéresse trop et c'est une des questions que moi je vais continuer même à battre jusqu'à la dernière jour de ma vie. Et je pense qu'on est tous mérités de partager les mots quand on vit, surtout sur les risques qu'on voit aujourd'hui des personnes, des requérants d'asile, soit ici en Suisse, soit même en Europe en général, soit les personnes sans papier, soit même les migrants qui viennent, le parcours qu'ils traversent pour jusqu'à arriver ici. Il faut qu'on reconnaisse ça. Et je pense que si on ne reconnaît pas ça, je ne pense pas que ça ne va pas être facile qu'on puisse rentrer dans cette métier de plaidoyer. Je m'arrête là. Merci Abdelaziz. Alors, on peut passer la parole à Clélia, se présenter et puis partager peut-être ce qui l'anime dans ce métier. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est parfait comme je vais pouvoir rebondir sur ce que doit partager Abdelaziz. Donc moi, je travaille actuellement à la Fondation Apprenti d'Auteuil International. Je parle depuis Genève en Suisse, elle n'est pas très connue cette fondation, mais c'est une ONG qui est relativement connue et importante en France, donc qui travaille sur la question principalement de protection de l'enfance. Donc moi, je suis chargée de plaidoyer international, c'est-à-dire qu'on a des projets internationaux avec des ONG locales là, qui ont coécrit des projets, et notamment sur la question de protection de l'enfance. Et dedans, il y a un volet protection de l'enfance et donc de plaidoyer pour les droits des enfants. On est spécialisé, et moi, du coup, mon travail se centre surtout sur le droit des enfants en situation de rue, voilà, qui est un public assez particulier qui vit beaucoup de violations de droits. Mon travail, donc, c'est d'accompagner en fait les partenaires locaux dans leur travail de plaidoyer, ce qui mène déjà au niveau local, au niveau national. On va travailler avec des défenseurs ou des défenseuses des droits, comme je vous l'ai dit, depuis un pays, mais aussi amener ces questions-là au niveau international, à Genève, comme toi tu l'as fait aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler d'abord avec eux sur des stratégies, comment on peut influencer du coup, les leaders politiques, d'une part, et aussi comment on va pouvoir utiliser le bras international des Nations Unies pour pouvoir, en guillemets, faire entendre la cause aux États. Donc voilà, moi, il y a une partie de mon métier qui est vraiment axée sur les Nations Unies, connaître les mécanismes des droits de l'homme, par exemple l'examen périodique universel où chaque État passe temps pour se faire, on va dire, analyser. Moi, mon métier, c'est de bien connaître, on va dire, les procédures onusiennes, des mécanismes des droits de l'homme et de pouvoir, on va dire, guider en fait les personnes pour pouvoir y accéder, prendre la parole et surtout que ce soit utile pour pouvoir vraiment influencer les États. Moi, si j'en suis arrivée là, c'est parce qu'auparavant, j'ai travaillé dans une autre ONG, j'ai travaillé au Mexique, avec l'ONG Article 19, qui est une ONG internationale. Moi, je travaillais pour le siège mexicain, et c'est vraiment dans le cadre d'un stage, et puis ensuite, j'étais consultante, je me suis mise à travailler sur des projets de recherche, en fait, sur les mécanismes des droits de l'homme,
Et j'ai, on va dire, découvert des enjeux que je connaissais pas du tout, puisque c'est, on va dire, assez nébuleux comme monde. Donc, voilà, comment on peut y avoir accès, à quel point c'est transparent, et surtout, en fait, les crises que ces institutions peuvent traverser ou ce qu'elles traversent maintenant, à l'heure actuelle, en termes de financement, etc. Et donc, c'est en fait par cette porte-là que je suis entrée dans le plaidoyer. En me disant, voilà, comment est-ce qu'on peut mieux connaître ces institutions et comment est-ce qu'on peut mieux les utiliser à bon escient pour voilà, donner la parole aux personnes qui en ont besoin, pour faire entendre leurs droits. En quelques mots. Merci Clélia. Alors, vous y avez déjà partiellement répondu en parlant de votre parcours, mais peut-être pour ceux qui nous suivent, est-ce que vous pourriez définir en quelques mots comment vous définissez le métier de chargé de plaidoyer? Je peux commencer volontiers. Alors, pour faire le point avec moi, ce qui est mon côté de mon travail, parce que c'est une partie, hein, comme tu l'as expliqué, du métier de plaidoyer. Pour moi, c'est une grosse partie, c'est la collaboration, l'écoute avec différents types de personnes, différents types de publics. C'est de pouvoir recevoir la parole des gens, surtout, et ça des histoires, des problématiques, pouvoir démêler aussi beaucoup les fils, comprendre des situations et en guillemets pouvoir les restituer et donc les communiquer d'une certaine manière et selon le public. C'est-à-dire qu'en essayant d'avoir voilà, un impact et d'influencer sur une décision. Donc, on va devoir adapter bien sûr notre communication, notre manière d'expliquer certaines situations. Par exemple, voilà, parler de certaines violations de droits de l'homme. On va devoir d'un coup parler à des ambassades et expliquer une certaine thématique, par exemple, qu'ils ne connaissent pas. Et ensuite, aller voilà, monter une campagne de plaidoyer sur les réseaux sociaux pour le grand public, pour sensibiliser, pour expliquer. Donc là, on va changer de registre, on va changer de vocabulaire. Donc moi, c'est une grosse partie, en fait, je trouve, de mon métier, c'est de pouvoir vraiment être voilà, qui est assez transversal et très polyvalent sur la communication, pouvoir comprendre et communiquer de manière différente et voilà, selon le public, mais toujours pour avoir, bien sûr, se fixer des objectifs et essayer d'influencer les décideurs politiques, pouvoir changer des lois ou faire passer une nouvelle loi, obtenir en tout cas un changement positif dans le sens qu'on le souhaite. Moi, je ne vais pas répéter ce que tu as tout dit, mais je vais juste ajouter quelque chose. C'est un exemple concret que je peux utiliser. C'est une manière ou bien c'est une méthode qu'on utilise de temps en temps et on approche des personnes, des décideurs politiques et comment on explique même la situation actuelle. Pour moi, nous, on a fait vraiment une campagne, c'était une campagne de sensibilisation. C'était en 2017 avec Amnesty International. Et c'était sur la question des détentions des enfants dans une île en Australie qui s'appelle Nauru. Et c'est ce qu'on a fait. La première fois, on a défini les catégories des personnes. C'est-à-dire, on a mis les personnes en trois parties. On a les parties que les personnes qui sont vraiment pour la question migratoire. On a les personnes qui sont contre les migrants. Et en plus, on a les parties qui sont vraiment pas encore convaincues par cette question, sont au milieu. Du coup, nous, c'est ce qu'on a fait. La première fois, on a dit, on va vraiment cibler les parties qui sont au milieu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé des messages. On a commencé avec des petits messages. On écrit des noms des personnes, des noms des personnes avec quelques mots. Est-ce que vous souhaitez voir votre propre enfant qui est détenu dans un endroit comme ça? Est-ce que vous accepterez? Donc, c'est vraiment un mot, c'est une seule phrase, mais quand même, quand tu traduis les phrases, ça a vraiment un impact assez majeur. Du coup, on a posé cette question et tout ce qu'on a réussi, c'est vraiment un impact positif. Donc, on a arrivé au moment où on a changé leur idée. Au lieu d'être vraiment contre nous, ils ont vraiment commencé à être avec nous. Et du coup, grâce à cette étape, on a réussi à faire. Donc, être un plaidoyer, vraiment, on doit engager sur une seule question.
soit question de la santé, soit question migratoire, soit question des genres, on doit vraiment définir c'est ce que notre objectif. Et dès qu'on a défini notre objectif, et là, c'est le moment qu'on met notre stratégie, les stratégies pour atteindre cet objectif. Donc, stratégie 1, on doit vraiment parler avec les personnes, soit un représentant d'État, soit un individu qui n'a rien à voir avec cette question. Et quand on commence à parler avec les personnes qui sont vraiment pour les questions, ou bien pour la cause, je pense qu'on ne peut pas vraiment trouver des solutions. Mais si on parle avec quelqu'un qui est contre la cause, ou bien quelqu'un qui n'a pas encore décidé sur ce sujet, et là, c'est le moment qu'on arrive à trouver, on arrive à trouver son accord, ou bien au moment, et il va dire, bah, oui, quand j'étais contre, mais là, j'ai changé mon avis. Donc là, j'ai changé d'avis parce que grâce à ce que vous avez fait. Et moi, j'ai créé quand même un podcast et je raconte souvent c'est ce qui se passe dans le centre, de jour à jour. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est politique, ni contre l'État, mais que je raconte qu'est-ce que les gens ont fait, jour à jour. Et du coup, quand je commençais au début, je me suis dit, c'est quelque chose que je ne vais pas vraiment réussir. Mais dans une période de 3 ans, j'arrivais à envoyer 4500 messages vocaux, 4500. Et chaque message que j'envoie, vraiment, j'essaie de contacter les individus et je parle avec les personnes qui sont détenues dans le centre et j'essaie d'exposer, de montrer leur culture, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, pourquoi, quand ils sortent des centres de rétention, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Donc, il y a des gens qui disent, bah ouais, je voulais être médecin, je voulais être quelqu'un qui travaille dans cette droit de l'homme, et les gens qui disent, bah ouais, je voulais travailler sur les parties de justice. Donc, c'est ça, vraiment, c'est une manière à essayer de sensibiliser et c'est une manière à quand même faire vraiment rentrer tout le monde en utilisant la même porte. Donc, on ne peut pas dire, ouais, tu ne peux pas rentrer par là parce que, ouais, non, tu ne supportes pas, tu ne soutiens pas cette cause migratoire, question migratoire ou santé, et la question des genres. Peut-être pour rebondir juste sur ce que tu viens de partager, effectivement, dans le quotidien aussi, je pense qu'on le vit souvent, c'est surtout l'envie et qui est au cœur de ce métier, pour moi, c'est de donner la voix des personnes, c'est clair. Et comment, après, c'est réfléchir comment, par quels moyens faire entendre. Merci. Alors, on identifie déjà des enjeux, effectivement, pour donner, recevoir la parole, fédérer les personnes, mettre des gens autour de la table pour discuter de questions. Et plus précisément, quels sont les enjeux et les défis actuels du métier que vous voyez dans votre quotidien, par exemple? Moi, si je commence selon les défis, il y a quand même pas mal de défis. On doit être honnête ici. Il y a quand même pas mal de défis parce que c'est quelque chose qui vraiment, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça prend beaucoup. Quand je dis ça prend du temps, l'énergie, ça prend beaucoup. Parce que de temps en temps, nous, on envisage, on met un objectif, on dit, je dois vraiment réussir à faire ça dans 2 ans ou bien à obtenir, c'est ce que vraiment j'ai mis devant moi dans 2 ans. Mais dès que parfois il y a 2 ans qui arrivent, mais tu n'arrives pas à obtenir, c'est ce qui était vraiment envisagé. Donc, on ne peut pas vraiment être à 100% sûr que vraiment, à travers une cause, on va changer la loi en général, mais on peut en arriver à quand même à modifier la loi. Et en Australie, je me rappelle quand on a commencé à faire quand j'ai commencé ce métier avec plusieurs personnes, on était à peu près dizaines, mais au cours des années, il y a plusieurs personnes qui ont décidé de dire, bah ouais, moi je ne voulais pas partir de ça parce que ça porte rien. Ça prend vraiment, ça consomme toute l'énergie, ça prend tout ce qu'on a et ça nous met dans une situation de précarité, donc il faut que je m'arrête. Ouais, parmi les dizaines, ils ont arrêté, mais à la fin, il n'y a que 2 personnes qu'on a réussi à faire. Donc, un autre qui s'appelle Boris Kuchani, qui a écrit un livre en utilisant en utilisant le WhatsApp pour écrire un livre. Et moi, j'ai créé un podcast en utilisant même les mêmes outils. Mais
les défis qu'on a eus au début, c'était comment on arrive à convaincre soit l'autorité, soit même les personnes qui vont vraiment voter pour l'autorité, soit pour les présidents, soit pour les ministres, soit pour n'importe quelle personne qui représente ce métier. Comment on arrive à vraiment convaincre ces personnes au lieu de voter pour, il faut qu'ils votent contre, parce que ça touche les questions des droits humains. Et le défi qu'on a eu, on n'arrive pas vraiment à mettre d'accord sur les objectifs. Entre nous, il y a des gens qui disent, bah ouais, je vais travailler sur cette... Il faut que je raconte une histoire personnelle. Et parmi nous, il y a des gens qui disent, non, il faut qu'on raconte l'histoire de tout le monde. Donc ça, c'était vraiment les défis qu'on a eu au début. Et c'était vraiment trop difficile pour arriver à cet accord de raconter l'histoire de tout le monde. Et le deuxième défi, c'était vraiment face aux autorités qui sont soit les policiers, soit les personnes qui travaillent avec les services migratoires qui sont vraiment contre nous. Donc, ils ont commencé à utiliser notre propre voix, notre propre mot contre nous. Donc, il faut quand même ici on battre au moment que juste pour dire c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est pas vrai. Donc, il faut qu'on change leur idées, on change leur mentalité, on leur faire comprendre que vraiment, nous, on n'est pas là pour causer des problèmes, mais nous, on est là pour trouver des solutions qui vraiment, qui plaisent tout le monde. Soit nous, même nous en tant que dans les détenus et même les autorités. Et le troisième défi que personnellement m'arrivait, c'était vraiment, il y a des risques. Je me dis, il y a vraiment un risque énorme. Mais après, ça dépend si on est là, si on est en Suisse. Donc, je vais dire, les risques sont mineurs. Mais si on est quelque part, les risques sont assez majeurs quand même. Si on est dans un pays que vraiment les droits d'expression, ça n'existe pas, là, c'est vraiment difficile. Mais si je m'adresse sur les droits dans les pays où les droits ça n'existe pas, donc on doit faire attention et quand même on doit changer notre voix. Et moi, je me rappelle, j'ai changé mon voix quand je parle. À chaque fois quand j'ai fait un entretien soit avec une radio, soit parler avec quelqu'un, soit je mets des mouchoirs qui me fait changer mon voix, soit je fais des gestes qui me font changer mon voix. Donc l'autorité, elle n'arrive pas à identifier c'est qui parle et comment il arrive à accéder à tout ça. Peut-être que d'un point de vue, je vais prendre la question des enjeux et des défis d'un point de vue plus niveau organisationnel. Clairement, il y a un enjeu, il y a un défi au niveau de l'argent, au niveau des financements, c'est-à-dire qu'il y a en fait finalement peu d'organisations qui peuvent avoir les moyens et se permettre d'avoir déjà un poste de plaidoyer dans une organisation. C'est pas en fait un domaine qui est financé en fait tellement, il est financé via des projets la plupart du temps. Bon, dans notre cas. Donc, il y a un défi de pouvoir en fait dégager du temps, comme tu le dis, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de ressources pour, dans mon cas, nos partenaires sur place, nous également. Donc voilà, il y a cet enjeu-là et qui est, on va dire, de plus en plus compliqué dans le secteur de lever des fonds. Il y a aussi clairement concurrence des sujets, on va dire, dans le plaidoyer, qui est aussi un défi en soi. On en parlait tout à l'heure avec Abdelaziz, mais quand on se retrouve dans un exercice des droits de l'homme, où en fait on doit parler de tous les droits humains. Donc chaque organisation est en concurrence en fait avec son agenda, avec sa priorité. Et ça, clairement, c'est un défi du plaidoyer d'arriver à faire entendre son sujet au-dessus peut-être de certains autres. Ça, c'est aussi une réalité de ce métier. Voilà, comme tu partageais, travailler en réseau, c'est une force et c'est fondamental, mais ça peut aussi être parfois aussi un défi. Comment, de nouveau, voilà, il y a des concurrences même d'agenda dans la même petite priorité, donc voilà, ça fait partie aussi de la réalité du travail. Et peut-être une chose dont on discutait aussi tout à l'heure, c'est aussi l'accessibilité. En fait, on est à Genève, donc on parle aussi des institutions internationales, mais c'est vraiment un gros enjeu de comment on peut avoir accès à ces organisations, de faciliter en fait, que tout le monde puisse y accéder, prendre la parole, se plier en guillemets aux exigences qu'on peut avoir
voilà, sur les exigences de grosses organisations internationales par rapport à une petite organisation ou par rapport à une personne toute seule. Et ça, c'est clairement des défis que je trouve toujours aussi intéressants de comment on peut pallier à ça, trouver d'autres solutions et faire quand même participer les personnes. Voilà, c'est jamais simple. Merci à tous les deux. Alors peut-être pour finir en tout cas ce temps d'échange avant de passer aux questions-réponses, quelles sont pour vous les évolutions, quelles vont être les évolutions du métier, sans doute en lien aussi avec les défis et les enjeux que vous avez identifiés. Est-ce que vous voyez voilà, des choses qui percent, qui changent, et comment se profilent du coup le futur métier de chargé de plaidoyer? J'ai une idée comme ça, hein, mais pour moi, il y a un aspect, en tout cas dans la communication, où il faut devenir de plus en plus polyvalent. C'est aussi en lien avec un défi, mais il va falloir penser à, je pense, de plus en plus d'autres manières de communiquer, de pouvoir entrer en contact avec autant des politiciens que du grand public, parce que clairement, avec les réseaux sociaux aussi, voilà, de penser à d'autres manières de communiquer pour se faire entendre, en fait. Il y a clairement un enjeu de concurrence sur les sujets, sur on va dire, la capacité d'écoute sur les réseaux sociaux, la capacité d'être cible. Clairement, les ONG, les défenseurs des droits de l'homme, on va dire qu'on n'a pas le plus de moyens. Et donc, c'est un défi. Et pour moi, c'est aussi une évolution vers quoi on pourrait tendre aussi. On va devoir tendre dans le métier de muscler la communication ou de la diversifier. Ah, tout à fait. Moi, je suis d'accord sur les parties de communication. Et vraiment, c'est un aspect qui peut être utilisé pour connecter avec vraiment, soit avec les associations, soit avec des organisations internationales, soit même avec des organisations locaux. Mais après, pour avoir cet accès, quand même, ça, c'est un challenge à côté. Et si j'arrive à utiliser mon propre parcours, la première fois quand j'ai eu mon attel, et pour vraiment être en contact avec les organisations internationales, soit avec même les journalistes, pour moi, c'était vraiment un gros défi. Je n'y arrivais pas parce que je ne connais personne. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai juste pris mon attel, je me suis tapé sur Google, je me suis dit, mettre-moi en contact avec n'importe quelle organisation internationale qui travaillent sur le domaine de l'immigration. Donc là, j'ai une liste des organisations qui sont présentées. Et du coup, je me suis dit, c'est juste pour essayer de me faciliter, je vais choisir la première organisation. Du coup, je me suis cliqué sur la première organisation et j'ai eu la chance quand même. Je me suis tombé sur je me suis tombé sur quelqu'un, une organisation qui s'appelle Refugee Action Coalition. Donc, c'est une organisation qui est basée à Petit NGO, qui est vraiment basée sur Sydney. Et en cherchant, j'ai trouvé vraiment les données des directeurs généraux. Et tout ce que j'ai fait la première fois, pour moi, j'ai pris son email personnel, j'ai créé un email en mettant mon propre nom, mon dossier, tout, et je l'ai envoyé. Et il m'a répondu dans moins de 5 minutes que j'ai eu une réponse. Et du coup, quand j'ai regardé, la première chose qu'il m'a dit, comment je vais savoir que tu es vraiment dans l'endroit, tu es vraiment dans le centre d'asile, parce que dans ce centre d'asile, c'est interdit d'avoir une information qui sort de là. Et comment je vais prouver que vraiment toi, tu n'es pas vraiment un agent qui fait partie des polices ou bien n'importe. Et moi, je lui dis, écoute, il y a une manière que je vais te trouver. Donc, j'ai pris ma carte. Donc, chacun entre nous a des petites cartes avec notre nom, date de naissance. J'ai pris une photo, je l'ai envoyé. Et tout ce qu'il m'a dit, il m'a insulté la première fois. Parce qu'il m'a dit, toi, tu es fou. On ne fait pas ça. Parce que là, pourquoi tu m'as fait une confiance? La première fois, tu ne m'as jamais vu, tu ne m'as jamais parlé. Comment tu m'as fait une confiance comme ça? Mais je dis, là, je suis dans la merde. Donc, si tu veux me mettre dans plus que ça, je suis d'accord. Là, si tu veux m'aider, je vous en prie. Mais sinon, laisse-moi tranquille. Et du coup, depuis l'autre jour jusqu'à aujourd'hui, on est en contact. Donc, c'est-à-dire depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, on est en contact. Grâce à lui, j'étais vraiment
je me suis présenté, il m'a présenté pour les journalistes. Grâce à lui, je commençais à contacter les journalistes. Grâce à lui, je commençais à parler avec des organisations partout dans le monde. Donc, les communications, c'est plus important, mais les réseaux, accès à ces réseaux, ça, c'est vraiment un challenge. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a pas mal de manières avec les technologies nouvelles qu'on voit aujourd'hui. Il y a quand même des façons qu'on arrive à utiliser pour se connecter. Mais après, le défi, c'est comment vraiment on va montrer aux personnes qui sont vraiment dans l'autre côté que vraiment, moi, je suis abdelaziz. Et ça, c'est défi. Vraiment, c'est un défi parce que imagine que moi, j'ai fait ça, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas le courage de faire ça. Et imagine qu'il y a quelqu'un qui est en prison, quelque part en Corée du Nord ou bien quelque part, il ne peut pas faire ça. Et dès que tu montres ton identité, là, c'est terminé. Donc ça, pour moi, je trouve que ça, c'est un défi. Et pour l'amélioration, moi, j'encourage vraiment toutes les organisations qui travaillent sur ce domaine. Donc, on travaille avec vraiment les plaidoyers pour trouver solutions, pour identifier les personnes qui sont vraiment en danger, surtout les défenseurs des droits humains qui sont vraiment en danger, et pour vraiment étendre notre main, et quand même pour l'accepter et pour donner vraiment une plateforme qui peut vraiment facilement exprimer, facilement raconter sa propre histoire. Que c'est mieux qu'on laisse des personnes qui veulent quelque chose qui est assez touchant, qui raconte sa propre histoire avec sa propre mot. Sans que nous, vraiment, on devient les interpréteurs, on interprète son mot, ou bien on dit non, tu ne peux pas dire ça, c'était vraiment insensible, mais tu peux dire ça.